Caramel mou. Marraine de la School of Rock implantée à Blagnac, initiée par Véro Ségaud, la School of Rock, une école comme son nom l'indique, une école de musique dédiée à toutes les musiques rock'n'roll. Donc marraine de cette école de Blagnac, la School of Rock, Corinne Marieno sera présente au concert que cette école de musique donnera ce mois-ci, ça sera le samedi 26 mai à Mondonville. Corinne Marieno, ça vous dit peut-être rien du tout. Si je vous dis simplement Corinne, pour les plus vieux d'entre vous, ça peut-être rappeler quelques souvenirs d'adolescence. Corinne était en effet la bassiste de Téléphone, groupe de rock qui enflamma les scènes françaises entre 77 et 81. À partir de 81, on peut dire qu'ils sont partis sur d'autres chemins un peu plus commerciaux, mais la période 77, 78, 79 est quand même assez encore punk rock pour Téléphone. Et donc, nous n'avons pas raté l'occasion de rencontrer Corinne, donc la bassiste de Téléphone, pour revenir sur quoi? Sur un peu la vie de Téléphone, bien entendu, mais finalement, on aura parlé aussi beaucoup avec elle de ses options politiques, et vous allez voir, elle en a certaines, et elle les défend plutôt bien. Corinne Marieno, donc, que nous avons rencontrée il y a à peu près 3 semaines, c'était du côté de la forêt de Bouconne. Je vous laisse avec elle et on se retrouve juste après. Le mois prochain, vous êtes à Blagnac pour une animation et pour un coaching que vous allez faire à la Rock School de Blagnac, une école de rock créée à l'initiative de Véro Ségaud. C'est quoi qui vous lie à Véro Ségaud? Moi, c'est pas compliqué, on me demande, je viens. Je vérifie d'abord si c'est une bonne idée. Je crois que Véro, tout simplement, elle a dû me mettre un message sur MySpace, ce qui est un truc que je regarde, 2 fois par mois et encore. Et j'ai trouvé son message sympathique, donc je lui ai répondu. Et puis elle a une énergie comme j'aime, ce que je pourrais qualifier de rock, effectivement, si on peut définir un peu rock. Pour moi, c'est ça. Donc elle a une énergie vraiment rare comme j'aime, et ça paye. La preuve, c'est que je suis venue. Le but de ce week-end rock, c'est quoi? Le but, c'est je pense... peut-être je les entraîne, les gamins. Là, je travaille 4 jours avec eux. Elle a formé des groupes éphémères, on va dire, pour interpréter quelques chansons. Et ils jouent devant moi, ces groupes éphémères, et moi, j'essaye de leur dire ce qui va pas, comment ils pourraient faire. C'est pas forcément axé sur la basse, plutôt pas d'ailleurs, parce qu'en général, c'est le dernier instrument qui emmerde le monde, parce que les bassistes, ils n'ont pas le droit à la fausse note, ils n'ont pas le droit d'être mauvais, sinon toute la musique s'écroule. C'est les seuls en général c'est pour ça qu'on les remarque pas. Donc souvent, je m'occupe beaucoup de la batterie, parce que effectivement, si la batterie n'est pas porteuse, la musique n'arrive pas à s'installer. Comme Véro est guitariste, elle s'occupe avec moi. En fait, on est complémentaires, donc elle s'occupe pas mal des guitares. Mais voilà, en fait, je leur transmets l'énergie que moi j'estime être minimale pour que ça fonctionne. Et puis de s'écouter. Voilà, oui, aussi, ils ont beaucoup besoin on les guide sur le chemin de l'écoute de l'autre. Ça, ils ont beaucoup besoin. Ils sont assez individualistes en général. Et ils ont besoin d'apprendre à communiquer pour que ça fonctionne comme un groupe. Et que la musique, tout d'un coup, c'est comme de la cuisine, hein. C'est comme une sauce en cuisine. Si on met trop de sel, c'est pas bon. Il faut mettre juste ce qu'il faut de sel. Si on met pas d'œuf, on n'arrive pas à faire la liaison. Si on met pas d'œuf, on fait pas la liaison exactement, ou d'huile, ou que sais-je. C'est vraiment de cet ordre-là. Et c'est assez fin comme équilibre. C'est assez subtil. Donc voilà, moi j'improvise beaucoup, j'ai pas de méthode, j'ai juste ce que j'ai acquis par l'expérience et puis par mes choix aussi, parce que ce sont des choix de vie, tout ça. Et je trouve que c'est des choix éthiques, politiques et philosophiques qui se traduisent en musique. Mais donc j'essaye de les faire profiter de tout ça et moi j'appellerais ça entraîneuse de groupe. Je suis une entraîneuse de groupe. Vous disiez tout à l'heure que votre
votre action, votre interaction en musique était soutenue aussi par des pensées politiques, philosophiques. Vous pourriez un peu développer ça? Oui, c'est ma manière d'être. Il n'y a pas de séparation dans les domaines. On ne fait pas de la musique et rien que de la musique, et la vie n'existe pas. Et autour, il n'y aurait pas de lien entre ce qu'on fait et la société et la vie de la société. Pour moi, c'est impossible de sectionner comme ça et de trancher, de mettre en tranche comme ça. Et je pense aussi, d'ailleurs, que le succès de Téléphone est en partie dû à un certain état d'esprit, et c'est un état d'esprit qui, à mon sens, venait de mai 68 peut-être, et en tous les cas de toutes ces révoltes mondiales et de ces changements de société qui tentaient d'émerger partout dans le monde dans les années 60 et 70. C'était une vague comme ça de petites révolutions culturelles et de désirs de changement profond qui ont créé cette énorme vague jusqu'en mai 68 à Paris. Et je pense que la musique rock des années 60-70 était complètement liée à ça. Je me souviens de groupes comme, je sais pas, Crosby, Stills, Nash & Young, qui jouaient dans les universités américaines et dont les textes parlaient vraiment de ça, de l'arrivée du Black Power et tout ça. C'était très lié, musique et politique. Et après, malheureusement, ces vagues de désirs de changement et de révolte et de rébellion ont été aspiré dans l'énorme aspirateur effectivement du capitalisme et de la course au profit, et c'est vrai que après cette embellie des années 60-70, il y a eu les années 80 et 90, alors on est reparti de l'autre côté du pendule. Là, le pendule, il a fait un grand chemin de l'autre côté, et là, on arrive au paroxysme de la terreur infligée par ce mode de vie. C'est monstrueux ce qui se passe en ce moment. Moi, j'espère que les gens vont réagir aux élections, mais bon... C'est vrai qu'il y a 4 ans, vous appeliez à voter Europe Écologie pour les dernières européennes. Oui, ils ont fait un groupe de rock à Europe Écologie, je trouvais génial. Il y avait Cohn-Bendit, Eva Joly, José Bové, Stéphane Hessel. Alors moi, c'était le meilleur groupe. J'ai dit, c'est bon, là on a notre groupe de rock politique. Eva Joly, je pense qu'elle est largement aussi chiante que moi. José Bové, je sais pas. On aurait pu dire Cohn-Bendit, c'était un peu le Jean-Louis Aubert, mais du temps passé, pas de maintenant. José Bové, voilà, c'était peut-être, je sais pas. Enfin bon, c'est idiot de faire des comparaisons comme ça. Mais je veux dire, ça m'a fait marrer de les voir tous les 4. Et j'ai trouvé que c'était une association. Moi, j'adore les groupes parce que ce sont des associations. Et je suis pas fan de Mick Jagger. Moi, je suis fan de, je sais pas, Albert Jacquard, par exemple. Albert Jacquard, qui d'ailleurs, il sort un livre, il paraît. Il faut absolument que j'aille l'acheter. Voilà, c'est ce mec qui dit que c'est un astrophysicien. Donc, il connaît très bien les origines de la vie dans le cosmos, enfin, ce qu'on en connaît jusqu'à présent. Et en plus, il est philosophe. Et en plus, il est militant, mais comme moi, c'est-à-dire on vient le chercher, il y va, quoi. Et c'est pas un forcené du militantisme. Mais en tout cas, ce qu'il a dit beaucoup, et que je mets d'ailleurs en prologue dans le bouquin que j'avais écrit en 2006, c'est que la vie n'est que association, et que si les molécules d'oxygène et d'hydrogène s'étaient pas associées, il n'y aurait jamais eu d'eau, il y aurait jamais eu H2O, la molécule d'eau, et donc il n'y aurait jamais eu de la vie. Et que lui, il est profondément persuadé que cette règle de la naissance de la vie s'applique aux sociétés humaines, et que c'est l'association qui est bien et qui fonctionne. Et moi, je trouve que le groupe Téléphone, c'était la preuve, par A plus B, la preuve vivante de ce principe-là.
qui peut se résumer par l'union fait la force, ou le tout est plus que la somme des parties, ou tout ce qui a été dit dans ce sens-là. Et donc c'est profondément anti-compétition, c'est le contraire de The Voice, quoi. C'est, là, actuellement, dans nos sociétés, ce qui rapporte le plus d'argent et ce qui fait le plus apparemment vibrer les gens, c'est de s'éliminer les uns les autres. C'est d'abord de se faire la guerre. Alors, j'ai regardé un peu The Voice, que je n'aurais normalement jamais regardé, mais j'ai regardé parce qu'il y a lui, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est allé foutre là-dedans? Gagner de l'argent sans doute et un peu de notoriété, mais bon, j'ai regardé pour voir. Et effectivement, je suis à l'opposé de ça. Enfin, mes choix éthiques, philosophiques et politiques sont à l'opposé de ça. D'abord parce que c'est très laid, parce qu'on voit des gens qui chantent plus fort, plus machin, plus truc, plus pour dire je suis le meilleur. C'est horrible, c'est absolument horrible, c'est laid, quoi. C'est laid, musicalement, c'est laid. Et puis parce que c'est le contraire de la vie. Mais on ne pourra pas vivre en société si on se contente de chercher la jouissance à tout prix individuelle. Il faut sortir de la jouissance individuelle. On n'est pas là que pour jouir, quoi. Je veux dire, on n'est pas... Vous parliez de 68, c'était quand même un des slogans de 68. C'est vrai, mais il y a des erreurs tout le temps et partout. Personne n'a atteint la perfection, ça se saurait. Je sais pas, mais je pense qu'il y a des orientations, il y a des tensions en avant qui vont plutôt vers une direction que vers l'autre, quoi. Alors peut-être on peut parler de désir sans forcément courir après la jouissance permanente et individuelle, quoi. Sinon, alors c'est du DSK ou que sais-je, quoi. Enfin, je veux dire, on voit bien que ça ne mène nulle part. On voit bien qu'au contraire, ça fait plus de mal que de bien, finalement. Et puis on voit bien surtout qu'on est des animaux qui sommes faits pour vivre en groupe et en société. On va parler d'une association, puisque vous parliez d'association tout à l'heure, celle qui vous a fait connaître, donc Téléphone, au milieu des années 70. D'abord, comment en êtes-vous arrivé à brancher une basse sur un ampli ? Bon, déjà, je suis née avec des dons artistiques absolument indéniables. On a tous des destins, et franchement, je pense que j'ai été dans mon destin, qui a été contrarié longtemps par ma famille, parce que on considérait ça plus comme un truc de saltimbanque, un peu méprisable. Oui, c'est vrai que dans les années 60, être musicien... 50 même, après. Moi, je suis née en 52, donc voilà. Ça n'avait pas d'aura. C'était pas, on était médecin ou avocat ou pharmacien si on n'était pas très bon. On ne faisait pas la Starac pour être connu à la télé. Bon, il n'y avait pas de Starac déjà, mais en tous les cas, c'était ce qu'on appelait un métier de saltimbanque. Donc, mais moi, je suis née avec ça. Donc, ma quête a été toujours tendue vers ça. Au départ, c'était plutôt la danse. Donc, j'étais danseuse. Classique longtemps en petite fille, après moderne, et puis après en tant que professionnelle dans une troupe de claquettes. Et puis j'ai rencontré une bande de copains, comme on rentre dans des bandes d'ados comme ça, où on a toujours au moins une dizaine ou une quinzaine de copains très proches, où ça devient la nouvelle famille, celle où on a envie d'être pour quitter celle des parents, quoi. C'est tout à fait classique comme schéma d'évolution et de construction de l'être. Et puis dans cette famille, il y avait Louis Bertignac, et on est resté quelque temps amis. Donc je commençais à trouver que vraiment c'était bien de jouer de la musique. Oui, puisque Louis Bertignac jouait déjà. Il jouait déjà quand je l'ai rencontré, avec d'autres gens avec qui je jouais aussi. Bon, et puis je vais raccourcir un peu parce que sinon je vais réécrire mon livre qui fait quand même 400 pages. Et donc j'ai au bout d'un moment eu une histoire d'amour très, très passionnelle et très fusionnelle avec Louis Bertignac. Et donc on ne se quittait plus. C'est simple, on ne pouvait pas se quitter d'un centimètre dans la journée, c'était impossible. On était collés ensemble, collés. Donc
lui étant très rock et l'époque étant un peu à la mode du jazz rock, il trouvait très agaçant le jeu de basse des bassistes à l'époque, qui justement étaient dans une espèce de compétition technique et qui en foutaient partout. C'est moi qui ai fait le plus de notes à la Stanley Clarke un peu, ou ces gens-là, ou Jaco Pastorius. Et alors c'était la compétition et du coup ils perdaient leur fonction de tapis roulant rythmique pour soutenir la musique. Et donc Louis, qui avait repéré que j'étais très très douée, parce que je jouais un peu de guitare, un peu de batterie, un peu de tout comme ça, m'a demandé de me mettre à la basse pour avoir une bassiste dont il était sûr que je n'irais que je Pastorius. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Louis et moi, on venait de quitter Shakin' Street, et puis Jean-Louis Aubert et Richard, qui faisaient partie de cette grande bande-là, qui venaient tout le temps chez moi, parce que moi j'habitais dans une communauté, dans une maison à Saint-Cloud, dans la banlieue parisienne, qui était une communauté, mais surtout qui était un endroit où on pouvait faire du bruit toute la nuit. Donc tous les musiciens rock que Paris comptait, quasiment, il n'y en avait pas beaucoup, de toute façon à l'époque, venaient chez moi. Donc ça se mélangeait beaucoup, et c'est là qu'on faisait beaucoup d'impro, beaucoup de bœuf, comme on disait à l'époque, mais en fait c'est des improvisations. Et donc Jean-Louis Aubert, Richard Kolinka et Daniel Roux avaient un trio où ils essayaient de marchander dans les maisons de disques. On dit pas marchander, on dit démarcher, pardon. Mais on marchande un peu. On marchande aussi, mais on démarche d'abord. Et dans les maisons de disques, mais ça fonctionnait pas. Et puis, donc ils essayaient de commencer à jouer. Et Richard, qui était très doué pour des combines partout, il avait trouvé une date au Centre américain à Paris pour faire un concert. Au lieu de la musique à cette époque-là, il y a plein de gens qui ont commencé là. De la danse musique. Surtout. Ah oui, oui. Moi je dansais là-bas, je faisais des Dick stages. Annegarn dit qu'il a commencé là-bas. Dick Annegarn, alors mais quasiment il était à demeure là-bas. Il était à demeure. D'ailleurs moi j'étais très fan et j'allais le voir tout le temps. Mais pour moi, dans mon souvenir, parce que je fréquentais énormément le Centre américain, c'était plus consacré à la danse. Ouais, il y avait des stages de danse africaine, des stages de danse moderne avec Martha Graham. Moi j'y allais beaucoup pour la danse, et justement d'ailleurs quand on a trouvé ce concert, j'étais super contente que ce soit au Centre américain. C'était comme si c'était chez moi, quoi. C'était vraiment un lieu que je fréquentais assidûment. Mais bref, donc ils avaient ce concert, ils avaient un groupe qui s'appelait comment déjà? Semolina. Semolina, exactement. Sauf que Daniel Roux a eu un problème personnel très grave, et donc il a tout arrêté. Et donc, Jean-Louis et Richard se sont retrouvés sans groupe finalement. Donc, comme Louis et moi, on glandait, voilà, on a dit tiens, est-ce que vous voulez pas... Enfin, ils ont appelé Louis surtout. Hein. donc voilà, donc ils ont appelé Louis, ils ont dit ouais, tu veux pas venir, on a un concert la semaine prochaine, enfin ou dans 15 jours. Oui, bon, faut qu'on trouve un bassiste. Il dit, ah non, il faut pas qu'on trouve un bassiste. Moi, j'en ai une bassiste. Bon, ils étaient pas trop d'accord les autres, mais comme il n'y avait pas le choix, de toute façon, on s'est enfermé pendant 10 jours dans une cave, et c'est là que Téléphone est né. C'est dans cette cave. C'était la cave des parents de Richard, d'ailleurs. La force de Téléphone, bon, elle est dans la création, elle est dans les chansons, dans l'œuvre, on va dire de manière générale, mais elle est aussi dans la manière de faire les choses. Et justement, à l'époque, on avait l'état d'esprit que moi, je pense, j'ai toujours, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas tellement de compromis, pas tellement de concessions, et on se disait, le milieu des maisons de disques, c'est pas du tout notre tasse de thé, donc on fait sans. Et on est resté comme ça, autonome et indépendant, finalement assez longtemps. Et c'est génial parce qu'on a eu du succès avant de signer dans une maison de disques. C'est-à-dire que à force d'écumer toute la France dans notre 4L avec notre sono pourri, et de faire la tournée des MJC, oui, des MJC, des hangars, des n'importe quoi, n'importe où. On finissait par arriver n'importe où et réunir 500 personnes. Et donc,
Quand on a signé dans une maison de disques, ce sont les maisons de disques qui sont venues nous chercher et qui sont mises à quatre pattes en nous suppliant de signer chez eux. C'est pas nous qui sommes allés demander. Et ça change tout. Et on peut garder comme ça une force et une autonomie et une indépendance. Donc c'est très important ça aussi. Et moi, dans cette histoire, dans cette aventure humaine, ça compte énormément parce que c'est aussi... Ça fait partie de ces choix politiques, éthiques et philosophiques, d'être sur une route qui est très claire, avec des valeurs très claires et de ne pas la quitter.